Eh ben, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce talk qui va parler d'un sujet qui est super à la mode, à savoir la diversité. Et plus précisément, qui va vous parler du manque de diversité dans l'informatique. Parce que comme vous le savez, on est super pas nombreuses dans l'informatique et c'est un petit peu triste. Donc l'objectif de ce talk, en fait, ça va être d'expliquer un petit peu comment on en est arrivé là. Quelles sont les conséquences du manque de diversité dans l'informatique? Et puis surtout, quelles sont les pistes qu'on peut aborder pour faire en sorte que vous, de votre côté, vous puissiez agir sur ce phénomène-là. C'est bon. Donc les pistes sur lesquelles vous allez pouvoir un petit peu agir pour faire en sorte que on met en place les premiers pas vers une grande révolution et avoir plein de diversité dans l'informatique. Ce serait quand même chouette. Je me présente, je m'appelle Mireille Campourcy, c'est mon vrai prénom, je suis Tech Lead Front à Nantes dans une ESN. Et voilà, c'est tout. Pas besoin d'en savoir plus. Avant de passer dans le vif du sujet, on va faire un petit état des lieux chiffré. Parce que bon, dire qu'on manque de diversité, c'est bien. Avoir des chiffres un peu factuels, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on va essayer de faire le portrait robot de notre développeur standard. Est-ce que le développeur standard est une femme? Pourquoi poser la question? En 2022, on estime qu'il y a à peu près 27% de femmes dans le numérique. Moi, quand je dis « oh là là, on n'a pas assez de femmes dans le numérique », généralement, on me répond « bah, ma PO, c'est une PO ». Oui, d'accord. On est 15% tech. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a 85% de tech qui sont des hommes. Donc notre développeur standard, c'est définitivement pas une femme. Voilà. Quelles sont les origines sociales de notre développeur standard? Alors pourquoi je parle des origines sociales? C'est parce qu'en fait, on n'a pas le même rapport au travail en fonction de l'endroit d'où on vient. En fonction de si on a un enfant de cadre ou si on a un enfant d'ouvrier. En école d'ingé, on a à peu près 18% d'enfants d'ouvriers. C'est pas si mal que ça. Moi, je m'attendais à des chiffres vachement plus bas, mais non. On a à peu près 18% d'enfants d'ouvriers. Ça veut dire qu'en fait, il y a plus de 50% des personnes en école d'ingé qui sont des enfants de cadre et professions intellectuelles supérieures. C'est pas mal. Les ouvriers, ça représente 55% de la population active en France, hein, quand même. Histoire de remettre un petit peu... Donc, bah voilà. Non, désolé, hein, messieurs, vous venez vous n'êtes pas des enfants de cadre, donc c'est pas vous. Ensuite, quelle est l'ethnie de notre développeur standard, de la figure de notre développeur standard? On dit, mais oui, c'est un homme, il est blanc, il a 30 ans. Est-ce qu'il est vraiment blanc? Alors, on n'a pas de statistiques ethniques en France, c'est interdit. Donc moi, je suis partie un peu sur les stats Stack Overflow. On est blanc à 70%. Donc ça veut dire qu'en fait, question origine ethnique, c'est pas foufou non plus, hein. Donc notre développeur standard, oui, il est bel et bien caucasien, comme il faut. Et quel est l'âge de notre développeur standard? Bon, bah, sans surprise, notre développeur standard, il a à peu près 30 ans, hein, en fait. C'est pareil, ça vient des sondages Stack Overflow. On a assez peu de développeurs seniors. Généralement, on a plusieurs vies dans une vie professionnelle, et le développeur, il a tendance à se diriger vers d'autres métiers. Au bout d'un moment, il en a marre d'être développeur. Ça peut se comprendre aussi. Petite note pour ces deux stats Stack Overflow. C'est un petit peu particulier les stats Stack Overflow parce qu'elles se basent sur le volontariat. Donc ne répondent que les gens qui ont envie de répondre. Ça veut dire que, techniquement parlant, d'un point de vue statistique, c'est pas ultra représentatif de la population. Si on veut avoir des statistiques précises, on prend un groupe représentatif de la population, etc., etc. C'est pour ça que, par exemple, cette année, dans les stats Stack Overflow, on a 5% de femmes. Moi, je préfère mon chiffre de 15%, perso. Après, voilà. Voilà. Alors, notre développeur standard, est-il le petit brun à lunettes ou est-il le petit blond sans lunettes? Ça, c'était la stat pour rigoler. Ouais, il a des lunettes. Voilà, 7 Français sur 10 portent des lunettes de vue. On est à un peu plus de 50% sur la tranche 25-50 ans. Voilà, il y a beaucoup de gens qui portent des lunettes, en fait. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, on a notre petit développeur standard, c'est bien un homme blanc de 30 ans, avec des lunettes du coup. On a un peu fait le tour de ce qu'on pouvait voir en termes de diversité. J'ai pas tout mis, hein, parce que ça fait beaucoup de choses, j'ai que 45 minutes. Pour la suite de ce talk, moi je vais surtout parler du manque de diversité en termes de genre, c'est voulu.
C'est sur ce manque de diversité-là que j'ai le plus d'informations chiffrées, que j'ai le plus d'études, que j'ai le plus d'expérience, forcément. Et puis surtout, moi, j'ai plein de privilèges. Je suis blanche, je suis de classe moyenne, j'ai 35 ans, du coup, voilà. Donc je ne vais pas parler à la place des personnes racisées, parce que je n'ai pas leur expérience de vie. Donc, je vais surtout parler de tout ce qui est problématique de genre. Et c'est parti. On va faire un petit bond dans le passé. Alors, comment on en est arrivé là? On part dans les années 50 en France. Hop, 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 hop. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de l'informatique, hein, parce que on n'a que 45 minutes. Donc, je ne vais pas vous parler de Grace Hopper et tout ça. Non. Moi, je vous parle, dans les années 50, en France, on a un outil qui s'appelle le mécanographe. C'est un outil qui est vachement marrant, hein, ça permet de faire des calculs, c'est ce qui est écrit là, truc Wikipédia. Ça permet de faire des travaux de comptabilité, de gestion, de statistiques, etc., en utilisant des cartes perforées. C'est une machine qui ressemble à ça. Ça, ce sera remplacé par l'informatique un jour. C'est pas exactement l'ancêtre de l'ordinateur, mais ça en fait quand même partie. Et ça, les personnes qui font les petites cartes perforées pour faire les calculs, ce sont des femmes. Et c'est un métier de petite main. C'est mal considéré, le salaire il est pourri, il n'y a pas besoin de formation pour l'utiliser. Parfait, dans les années 50, les femmes, elles n'ont pas forcément accès à l'université, il y a des universités qui sont encore interdites aux femmes, elles n'ont pas le droit d'ouvrir un compte en banque si elles n'ont pas l'autorisation de leur mari ou de leur père, ça viendra en 1968, super époque. Donc forcément, un boulot de bureau comme ça, elles ont souvent en plus des connaissances en sténo et en dactylo, ça tombe bien. Il y a un clavier. Donc c'est un boulot plutôt idéal pour elle. Mais ça reste un boulot de petite main, mal considéré. Et il va y avoir un changement dans les années 60. Dans les années 60, les universités en France, elles commencent à dire hey, « Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis là? C'est quoi ces grosses machines qui clignotent dans tous les sens? C'est marrant, c'est IBM !» Donc on va avoir des universités qui vont ramener les premiers ordinateurs, les premiers vrais gros ordinateurs. Les pionnières, c'est Grenoble, Toulouse et Nancy. Et en 1961, à l'université de Nancy, va être fait ce qui est considéré comme une des premières thèses informatiques en France. Son nom, c'est Structure du langage de programmation. Son auteur, elle s'appelle Marion Créange. Elle est décédée cette année. Et oui, la première thèse en France, c'est une femme qui l'a écrite. Quand je vous dis que c'est un métier qui est féminin, à la base. Dans les années 60-70, on est à peu près à 30% de femmes dans les secteurs dits informatiques. En fait, à la base, ils sont surtout accolés aux sciences et aux mathématiques. Le problème, c'est qu'en arrivant à l'université, déjà, on va mettre un péage. Tout le monde n'a pas accès à l'université. Et en plus, du coup, le métier d'informaticien va prendre en prestige et on va avoir besoin de passer un diplôme. Là où avant, c'était un métier de petite main où on était formé sur place, on passe à un métier qui prend un prestige intellectuel et où il faut passer un diplôme. Ah, on n'est plus tout à fait sur le même métier du coup. Et ce qui va se passer, c'est que les salaires vont monter en même temps que le prestige. Est-ce que du coup les femmes vont partir? Bah, pas du tout. Les femmes qui étaient là, elles vont rester. Le truc, c'est qu'on va commencer à ouvrir plus de postes. Qui va prendre ces postes? Les hommes. Bah oui, forcément, il y a du prestige, il y a de la thune. Hop, hop, on arrive tout de suite. Donc fatalement et mathématiquement, le pourcentage de femmes va baisser. Pas le nombre de femmes, mais le pourcentage de femmes va baisser et le nombre d'hommes va augmenter dans l'informatique. Et ça a commencé à sacrément se masculiniser. Et dans les années 70, on va commencer à voir apparaître les premiers articles et les premières publications autour de ce nouveau phénomène qu'est l'informatique et de ces gros cerveaux qui peuvent rester toute la nuit à l'université pour plancher sur un problème informatique. Et ce sont des hommes blancs, trentenaires, lunettes, barbe, bref. Vous voyez le cliché. Et donc là, ça va commencer à ancrer l'idée que l'informatique, c'est un métier de mec. Ça l'est pas à la base, mais c'est un métier de mec, visiblement. Et dans les années 80, alors là, c'est l'explosion. On a les jeux vidéo qui sont brandés pour les petits garçons, on a le personal computer créé par un homme blanc au fond de son garage, qui va être aussi plutôt brandé pour les hommes. Et dans la pop culture, les séries, le cinéma, etc., bah, ils vont pas chercher très loin, ça ressemble à quoi un informaticien? Ils vont voir à l'université, ils vont voir les hommes blancs barbus qui sont mis en valeur comme des espèces de héros super intelligents. Bon, bah, alors c'est fini, l'informatique, c'est un truc de mec. Allez, c'est parti. Résultat, ça, c'est des pubs des années 60. Donc on a une pub pour un data processing center, ça a changé hein, depuis.
et on a une pub pour devenir opératrice de perforation. Vous savez, le truc sur les mécanographes. Et là, ce qui est intéressant, c'est la différence entre les deux photos. On a deux femmes qui sont penchées sur un outil qui a un clavier dans l'attitude typique de la secrétaire. On passe aux années 80. Alors attention les yeux. Hein. Oh la vache. Eh ouais. Alors là, c'est pas une secrétaire. Hein. L'homme, il domine sa machine, d'accord? Il va pas juste taper au clavier. Il va la maîtriser, sa machine. Et en plus de ça, ça le rend super séduisant. J'ai pas vu de pub avec une femme avec des hommes qui lui font ça. C'est pas pourquoi, voilà, ça fait ça, quoi. Super. Résultat, dans la pop culture, hello l'informaticien de base. Je suis blanc, j'ai des lunettes, j'ai une petite mèche sur le côté. Je suis informaticien. Nous avons Q dans James Bond, là-haut, l'inventeur génial qui fait des chaussures qui explosent. Nous avons Chuck, alors c'est une vieille série un peu, hein, Chuck, mais c'est un vendeur d'informatique, bien sûr hyper geek, hyper nerd, qui va tomber amoureux d'une espionne avec des grandes jambes blondes et qui connaît rien à l'informatique. Et nous avons en bas la série The IT Crowd, série britannique extrêmement drôle, qui raconte le quotidien de chargés de l'IT dans une grosse entreprise. Le seul personnage féminin n'y connaît strictement rien à l'informatique, histoire de bien rester dans les clichés, mais je crois que c'est voulu chez eux, donc du coup, ça va. Bref, voilà où on en est aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Ok, bon, ben maintenant qu'on en est là, c'est quoi les conséquences depuis 30 ans? Elles sont dramatiques, les conséquences, en vrai. Ça, c'est le pourcentage de femmes diplômées d'écoles d'ingénieurs dans le service informatique en bleu, dans l'ensemble en rouge. C'est un graphique qui est fait par Isabelle Collet. Je conseille vraiment tous ses travaux autour de l'égalité homme-femme dans l'informatique, c'est super intéressant. Et donc elle a réalisé ce petit graphique où on voit que pendant 40 ans, globalement, le nombre de diplômées femmes va augmenter, sauf dans l'informatique. Dans les années 80, ça va faire boum, boum, ça va tomber à 10%. Le graphique s'arrête en 2010. Je vous le dis tout de suite, en 2019, on était au même niveau. Ça a fait voilà, ligne plate. C'est un des taux les plus bas d'Europe. On est à peu près à 12%. Quoi. Bah, du coup, conséquence, moins de femmes diplômées, moins de femmes employées. Ouais, ça. Fatalement. Résultat. On a dans l'informatique un milieu qui devient essentiellement masculin avec une identité culturelle très forte. Vous en avez peut-être entendu parler, on l'appelle la broculture, la culture fraternelle. Et du coup, quelles conséquences ça a tout ça? Pour les femmes qui travaillent dans l'informatique ou qui font des études d'informatique, elles vont avoir un sentiment d'illégitimité. Elles vont avoir l'impression qu'elles vont devoir en faire beaucoup plus pour prouver qu'elles ont les compétences qu'il faut pour être informaticienne. Donc résultat, en termes d'évolution professionnelle, c'est plus compliqué. En termes de salaire, j'en parle même pas. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une vraie différence de salaire entre hommes et femmes dans l'informatique. On pourrait penser que les développeurs, globalement, ils sont un peu tous au même niveau. Et bien pas du tout. Il y a une étude récente, 2021, qui a montré que la différence de salaire entre les hommes et les femmes dans le dev en France, elle est de 11,8%. 11,8%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis développeuse JavaScript. J'ai, je sais pas, 5 ans d'expérience. Bref, peu importe. Un homme, le même nombre d'expériences, le même boulot, il va gagner 47K par an. Moi, 11,8% en moins, c'est 42K. Voilà. Vous connaissez la différence entre 42 et 47K. Hein. Bon, c'est pas super agréable. L'autre conséquence, ça va être la ségrégation professionnelle. Je vous ai parlé des PO femmes. Bah voilà, les femmes, elles vont aller dans les métiers où on les attend. Donc PO, UX, graphiste, coach agile, les métiers dits féminins, parce que ça a besoin de relations humaines, bref, peu importe. Elles vont aller dans ces métiers-là. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut juste dire qu'on ne les a pas encouragées à faire autre chose. C'est quand même malheureux. Ouais, voilà. Et puis surtout, et ça c'est terrible pour l'image extérieure des informaticiens, on va avoir une banalisation des discriminations. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans un groupe à 100% masculin. Il y a Jean-Michel qui se ramène et qui vous dit que, à la vache, il a croisé Josiane de la Compta. Ah bah, la longueur de sa jupe, rikiki, hein, loulouloul. Alors, au mieux, vous n'allez rien dire, au pire, vous allez vous marrer avec lui. Conséquence, en fait, quand vous êtes dans un groupe comme ça, votre tolérance aux remarques sexistes, elle va avoir tendance à augmenter. Bah oui, fatalement. Puisqu'il n'y a pas de feedback négatif pour dire que non, Jean-Michel, il faut que tu évites les remarques sur la longueur de la jupe de Josiane, vous allez finir par trouver ça un peu normal.
Et donc l'image extérieure du développeur, elle est catastrophique, puisque du coup, il va passer pour un gros lourd sexiste. Super. Comme quoi, ça n'a pas que des conséquences sur les femmes, hein, ça a aussi des conséquences sur les hommes. Je pense que vous n'avez pas trop envie de passer pour des gros lourds sexistes. Il va falloir faire quelque chose. Je vous parle d'ambiance, de mots un peu déplacés, etc. Légalement, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? En fait, oui. Il y a un arsenal légal dans le Code du travail qui est démentiel, mais on ne l'utilise jamais. Légalement, au niveau du sexisme, on dit que nul ne doit subir d'agissement sexiste ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. C'est-à-dire que si dans l'open space, vous avez une bite géante gonflable d'1,50 m, véridique, j'ai déjà croisé, ça peut être considéré comme un environnement offensant. Hein. Et surtout, c'est-à-dire qu'on peut vous traîner au prud'homme et puis vous faire un petit peu raquer au passage. Là, il parle d'agissement sexiste. Si vous allez sur le site du Code du travail, vous aurez une liste longue comme le bras de diverses discriminations sur à peu près tous les plans. Ça peut être intéressant. Bien, maintenant que tout ceci est dit, maintenant qu'on est un peu vénère, qu'on n'a pas envie de passer pour des gros lourds, qu'est-ce qu'on fait? Alors, accrochez-vous, il y a beaucoup de choses à faire. C'est parti. D'un point de vue recrutement, si jamais vous avez été voir le talk hier sur les biais cognitifs dans l'IA, il va y avoir des redites, hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous avez le droit de faire un petit dodo pendant ce temps, pas de problème. Côté recrutement, alors, première chose, on va faire des annonces neutres ou accordées sur les deux genres. Oui, parce que alors, le cerveau, c'est une grosse feignasse. Comme il a plein de choses à traiter, c'est devenu une grosse feignasse. Quand vous êtes petit, on vous explique qu'un nom qui finit par « heure », c'est masculin comme coiffeur. Un nom qui finit par « euse », c'est féminin comme coiffeuse. Résultat, messieurs, si je vous dis « bonjour, je recherche une développeuse », vous n'allez pas trop répondre à l'annonce si je vous dis ça. Ou alors éventuellement vous allez répondre en faisant oui, alors du coup je ne suis pas une femme, mais quand même je suis super compétent. Voilà, fatalement. Alors si vous pensez ça, à quel moment on considère que c'est normal que nous on puisse se sentir concernés par une annonce où il y a développeur? Voilà. Moi, mon premier réflexe quand je vois développeur, c'est « ah bah non, c'est pas moi ». Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est un anglicisme, parce que c'est écrit en français, donc mon cerveau, il réagit en français. Donc tant qu'à faire, autant accorder sur les deux genres, hein, parfois. Ça peut aider. Mettre en avant les avantages sociaux plutôt que les soirées bière barbecue. Alors je suis ravie que vous vous mettiez une mine tous les jeudis soirs au bar du coin, c'est super cool. Par contre, mon avancement professionnel, du coup, ça se passe comment dans les faits? Au bar du coin aussi? Alors du coup, non, ça va pas trop marcher. Voilà, il faut faire un effort de ce côté-là. Après, les boîtes commencent à faire pas mal d'efforts de ce côté-là, mais vous attirerez pas les mouches avec du miel, comme on dit. Faire relire les annonces par des hommes et des femmes, ouais, ça peut éviter certaines grosses erreurs. Ça, c'est assez facile à faire. Limiter le nombre de textes demandés. Il y a un chiffre qui choque toujours énormément, mais qui est tellement drôle. Parce qu'elles n'ont pas ultra confiance en leurs compétences dans une culture dont elles ont l'impression qu'elles n'appartiennent pas à cette culture, les femmes, du coup, ont un petit peu de mal à se dire que oui, elles peuvent répondre à l'annonce. Elles vont attendre d'avoir 100% des compétences pour répondre à une annonce, là où les hommes vont attendre d'en avoir 60%. Le fameux « oui, j'ai fait 2 jours de Java, promis, je suis un expert ». Ça ne marche pas. Donc côté femmes, on ne va pas faire ça. Donc on va éviter d'enfiler les technos comme on enfile les perles. Et puis je vais être honnête, hein, un dev senior, il voit une dizaine de technos, il fuit dans l'autre sens. Ça pue. Avoir une femme lors de l'entretien d'une femme. Dans un milieu où les femmes ont l'impression qu'elles n'appartiennent pas à la culture ambiante et qu'en plus elles ont un doute sur leurs compétences, si elles se retrouvent face à 2 hommes lors d'un entretien, ça va leur mettre une pression de dingue parce qu'elles vont avoir l'impression qu'elles doivent en faire 2 fois plus pour épater ces 2 hommes, pour leur faire comprendre que oui, promis, elles sont compétentes. Si on a une femme, déjà ça va réduire la pression, ensuite ça va prouver que l'entreprise a des femmes, qu'elles sont plutôt bien placées et qu'elles sont heureuses dans l'entreprise, tout simplement. Donc c'est plutôt utile. On va expliciter le déroulement des entretiens dans l'annonce. Pour les mêmes raisons,
c'est que ça enlève de la pression. Et ça, c'est quelque chose qui est fait de plus en plus, et c'est super intéressant. Parce que ça évite de se demander, pendant 12 000 ans, à quelle sauce on va être mangé face à ces mecs-là qui sont des gros cerveaux, qui sont vachement plus forts que nous. Non, on explicite comment ça va se passer, et on enlève une part du stress. Accepter les temps partiels et communiquer dessus. Oui, alors, nous sommes dans un pays qui est encore un petit peu quand même sexiste sur les bords, et en France, les femmes prennent 3 fois plus de temps partiel que les hommes. Généralement, c'est plutôt pour s'occuper des enfants. Généralement. Du coup, si vous acceptez les temps partiels, il va se passer quoi? Alors non seulement vous allez avoir des femmes qui vont venir, mais en plus vous allez avoir des hommes qui prennent des congés partiels, des temps partiels. Un homme qui prend un temps partiel, c'est une femme qui retourne au travail. Et oui, et là, on travaille sur l'égalité. Et ça, c'est chouette. Et c'est pas très compliqué, hein, finalement, de faire avancer l'égalité. Mettre en place des sessions régulières pour travailler les biais cognitifs. On a tendance à embaucher des gens qui nous ressemblent. C'est un peu le revers de la médaille des cooptations, notamment dans les entreprises. Donc si on travaille sur ces biais cognitifs, on va apprendre à aller recruter des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc, un peu plus de diversité. Là, ça devient intéressant. Dans l'entreprise, on a vu toute la partie recrutement, maintenant, au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? 1 millier de trucs. Alors déjà, on va commencer par faire du mentoring ou du career management, dans un contexte où les femmes ont l'impression qu'elles n'appartiennent pas à la culture ambiante et qu'elles n'ont donc pas les compétences qu'il faut pour pouvoir évoluer. Il faut les mentorer. Il faut leur dire, si, tu as toutes les compétences qu'il faut pour monter un petit peu dans ta carrière professionnelle. C'est super important. Ça sert à tout le monde, hein, mais ça sert en particulier aux femmes, histoire qu'elles aient des postes équivalents à ces messieurs. Il faut avoir un réseau féminin ouvert uniquement aux femmes. Alors ça, c'est les fameux réseaux non mixtes qui posent parfois débat. Parce qu'on est là, attends, après, elles vont dire des méchancetés sur les hommes et tout. Pas du tout. Pas du tout. Imaginez, voilà, moi un jour, je me rends compte que mon chef d'équipe, quand même, des fois, il me parle un peu bizarrement, et j'ai l'impression qu'il me parle différemment par rapport à mes collègues masculins. Si j'en parle à mes collègues masculins, en fait, ils ne vont pas savoir me dire si effectivement c'est du sexisme ou pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré cette situation, eux. Ben non, ça leur est jamais arrivé, eux, de se faire parler un petit peu bizarrement par un homme. Mais du coup, je vais devoir me tourner vers des gens qui ont déjà expérimenté ça. Bah, des gens comme moi, donc des femmes. Voilà, tout simplement. Donc un réseau fermé non mixte, ça va tout simplement permettre d'avoir un endroit rassurant où on sait qu'on va pouvoir poser nos questions et nos problèmes sans être jugé. Et comme quand même on n'est pas des bêtes, on peut faire un réseau féminin ouvert aux femmes et aux hommes. Voilà, un petit channel Slack diversité. Oui, bonjour, je suis un homme et puis vous avez fait un réseau fermé aux hommes. Moi, je suis un petit peu malheureux. Pourquoi vous avez fait ça? Hop là! Un petit endroit où vous pouvez partager, discuter, communiquer, rassurer. Oui, tout va bien, promis, on ne vous met pas dehors. Avoir des chiffres sur l'égalité et communiquer dessus. Alors, oui, parce que les boîtes, elles adorent communiquer sur le fait qu'elles ont plein de femmes dans l'entreprise, c'est trop bien, elles sont super égalitaires, mais elles communiquent ça vers le public. En interne, dans la réalité du terrain, souvent on se rend compte que ok, c'est toujours les mêmes femmes qui sont mises en avant, et puis en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc, communiquer en interne sur les chiffres hommes-femmes, égalité hommes-femmes dans l'entreprise, c'est vachement pratique, parce que d'abord, ça veut dire que l'entreprise, elle est consciente de ses faiblesses, et donc elle va travailler dessus. Ensuite, nous, en tant que femmes, ça permet un peu de savoir où on en est. Est-ce que vraiment c'est une impression ou vraiment on n'est pas nombreuses? Donc c'est utile, et ça permet d'avoir un suivi aussi d'année en année pour vérifier que ce qui a été mis en place est efficace ou pas. Alors, mettre en valeur des rôles modèles accessibles et déconstruire les stéréotypes. Margaret Hamilton, c'est la développeuse qui a travaillé sur le programme Apollo de la NASA en 1969 et qui a emmené la fusée sur la Lune. Margaret Apollo, pour moi, elle est à 12 millions de kilomètres de ma vie quotidienne. Ça ne me parle pas, Margaret Hamilton. Par contre, mes collègues que je croise tous les jours, ça me parle. Et par exemple, moi, dans ma boîte, dans mon entretien annuel, il y a une question que j'adore, qui est à la fin, qui est « Quelle personne t'a inspiré cette année ?» Alors moi, j'adore répondre à cette question. Alors, homme comme femme, je m'en fiche complètement, mais je précise, ben voilà, un tel ou une telle, et il ou elle m'a inspiré pour telle ou telle raison. Ça, c'est un rôle modèle, un vrai. Accessible.
Avoir une politique de tolérance zéro contre le harcèlement et les inégalités. Ça, surtout communiquer dessus, oui, ça paraît bête, mais c'est une évidence. Vous n'acceptez pas qu'il puisse y avoir du harcèlement sexuel ou moral ou des inégalités, et vous le dites. Bah, ça paraît bête, mais en fait, tant qu'on ne le sait pas, on ne le sait pas. C'est un peu une évidence. Avoir une grille salariale et la transparence des salaires, ça a été prouvé, prouvé, prouvé et reprouvé. Ça diminue le gap salarial entre hommes et femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, du coup, elles peuvent se mettre sur une échelle qui est factuelle et elles peuvent mieux négocier leur salaire. Enfin, négocier. Parce qu'il y a une grille, en fait, elles n'ont rien à négocier, ça tombe bien. Attention au pinkwashing. C'est ce que je disais tout à l'heure, si vous mettez en valeur tout le temps les mêmes femmes, on se rend très très vite compte qu'en fait, c'est du bullshit. Côté management, le code du travail il prévoit plein de trucs, normalement c'est ultra cadré. Ceci dit, parfois, il y a un peu des loupés. Alors côté management, on va donner aux gens les ressources nécessaires pour avancer. Oui, c'est pas parce qu'une femme, elle ne demande pas un boulot plus élevé ou qu'elle a l'air de ne pas avoir confiance en elle, qu'elle n'est pas capable de le faire. Si vous pensez qu'elle est capable de le faire, mais qu'il lui manque un truc ou deux, eh ben, donnez-lui les ressources pour compenser ses faiblesses. Vous pensez qu'elle n'a pas confiance en elle, j'en sais rien, faites-lui faire des formations, ou faites le point sur ses compétences, bref. Donnez-lui les ressources pour pouvoir évoluer dans sa vie professionnelle. Accordez les mêmes possibilités d'évolution aux hommes et aux femmes. Bah, en fait, c'est la même chose. Hein. Concrètement, si un homme il peut devenir directeur technique, une femme aussi, si elle a les mêmes compétences. Justifiez factuellement les refus d'évolution professionnelle. Pour info, tu n'as pas le bon état d'esprit, n'est pas un refus factuel. Voilà, ça ne marche pas comme ça. C'est véridique, hein, ça a déjà été sorti, ça. Hein, donc non. On justifie factuellement, est-ce que c'est des problèmes de compétences, est-ce que c'est des problématiques humaines, peut-être que la personne a eu des conflits avec son équipe, j'en sais rien, mais toujours justifier factuellement. Faire de vrais recrutements en interne. Oui, vous avez un poste de directeur technique qui vient de se libérer, c'est trop cool. Alors il y a Jean-Michel, justement, avec qui vous peintez tous les jeudis, qui serait peut-être chaud pour devenir directeur technique, donc vous allez le voir Jean-Michel directement, lui dire « Est-ce que tu veux le poste de directeur technique ?» Il est ravi, il va dire oui. Et puis Josiane, qui, elle, travaille d'arrache-pied depuis 3 ans, sans forcément dire qu'elle était intéressée par ce poste-là, mais en fait, elle aurait bien aimé l'avoir. Elle va voir le poste lui filer sous le nez, elle ne savait même pas que c'était ouvert. Ça, c'est de la discrimination. Et c'est interdit par la loi. Donc, on fait de vrais recrutements en interne. On publie une annonce, on fait un vrai processus de recrutement avec de vrais entretiens d'embauche. C'est extrêmement important. En termes de vie d'équipe, maintenant. Alors, donc, pas de pénis géant gonflable au fond de l'open space, vous aurez compris. Le plus important, c'est de parler quand on a un problème. Vous le faites de la façon que vous voulez. Vous le dites à vos collègues que vous aimez bien, vous le dites à votre manager, vous le dites directement à la personne concernée en pleurant, en l'engueulant, en étant sympa, j'en sais rien, peu importe. Vous ouvrez votre bouche. Voilà. Parce qu'en ouvrant sa bouche, ça permet aux autres qui n'osent rien dire de se sentir un petit peu moins seuls. Et ça fait de vous des alliés. Donc c'est vachement bien. Alors, peut-être pas des alliés avec Jean-Michel qui commente la longueur des jupes des filles, mais vous avez l'idée. Et surtout, vous parlez pour soi. Ça sert à rien de dire à quelqu'un « Il va falloir que tu arrêtes tes remarques sexistes parce que ça met mal à l'aise la meuf qui est 3 benches plus loin. » La meuf qui est 3 benches plus loin, ça se trouve, elle n'est absolument pas au courant du problème. Ça se trouve, elle s'en fout. Et surtout, si ça se trouve, elle n'a pas du tout envie d'attirer l'attention. Quand vous... D'accord. Quand vous parlez pour vous, ça a beaucoup plus d'impact et ça a beaucoup plus d'importance. Et surtout, ça vous pose aussi, encore une fois, comme allié. Vous ne parlez pas à la place de quelqu'un. Par contre, vous avez des idées qui sont partagées par d'autres personnes. Vous êtes donc une figure sympathique. Et c'est beaucoup plus efficace. Faire du pair ou du mob programming, bon, mais quel bonheur de voir quelqu'un qu'on pensait super fort se planter et chercher les mêmes mots-clés complètement foireux pour atterrir sur Stack Overflow. Ok, c'est bon, je suis pas si nulle, tout va bien. C'est super pédagogique, le pair programming. Travailler l'onboarding. C'est déjà super dur d'arriver dans une équipe où il n'y a que des mecs, dans une culture qu'on ne connaît pas très bien. Alors du coup, on travaille l'onboarding à fond. On accompagne les gens et on ne laisse pas les nanas se débrouiller toutes seules dans leur coin, dans un environnement qui est potentiellement un petit peu hostile pour elles. Surtout s'il y a des dessins de bits un peu partout. Ne pas faire de présupposés de savoir technique. Alors ça, c'est encore
Pire, vous arrivez sur une nouvelle mission, on vous dit bah, c'est facile, il suffit de faire ça. Là, vous n'avez jamais fait le truc en question. Donc déjà que vous avez l'impression d'être nul, vous avez l'impression d'être encore plus nul. Donc surtout, ne jamais faire ça à partir du principe que les gens ne savent pas, tout simplement. Encourager pour faire des collègues pour faire des présentations, ça c'est de la validation de pairs finalement en fait. On va dire mais écoute Josiane, toujours la même. Écoute Josiane, franchement, tu as fait un travail excellent sur le projet. C'est super intéressant. Est-ce que ça te dirait de faire un petit Rex en interne devant tout le monde? C'est de la validation d'un pair. Et c'est super, super, super important. Dans un contexte où les femmes n'ont pas confiance en leurs compétences parce qu'elles n'appartiennent pas à la culture, tout ce qui leur donne un feedback positif leur permet de se sentir mieux. Fais attention à ce qu'on dit. Alors normalement, j'ai une slide avec plein d'expressions horribles que j'ai entendues tout au long de ma carrière, mais en fait, j'ai pas trop le temps de toutes vous les montrer. Donc je vais juste vous dire, bon, on va éviter certaines expressions, comme par exemple, faut sucer pour ça. Super. Non, on dit pas. Contexte professionnel, n'oubliez pas. Je pourrais résumer par gardez-la dans votre pantalon. Hein, voilà, plus simplement. Le parental driven management. Alors c'est marrant parce qu'il y a 3-4 ans, j'aurais vu parental, j'aurais fait « Oh super, ça va parler d'enfants, j'en ai rien à cirer ». Non mais en fait c'est super bien le parental driven management. Je vais essayer de vous expliquer. C'est super bien d'abord pour les parents. Parce qu'en fait, quand on est une femme, bien sûr qu'on peut ne pas vouloir d'enfants, ou ne pas pouvoir en avoir, mais on peut aussi en vouloir et en avoir. Et généralement, quand ça arrive, c'est en plein milieu de la carrière professionnelle. Donc se posent énormément de questions autour de ça. Comment je vais gérer le quotidien? Comment mon retour va être géré? C'est une vraie source de questions et c'est important de le prévoir en amont. Et c'est valable aussi pour les papas. Plus on fera attention aux papas, plus il y aura d'égalité professionnelle. Et oui. Du coup, on va encourager et les femmes et les hommes à prendre des congés parentaux. Les congés parentaux sont encore en majorité pris par des femmes. Il faut un petit peu changer ça. Parce que les femmes aussi, elles voudraient bien à un moment donné aller bosser, hein, plutôt que de garder les enfants. Donc, on encourage tout le monde à prendre des congés parentaux. On met en place des congés de naissance paritaire. Il y a des boîtes qui font ça. Elles rallongent le congé paternité pour faire en sorte qu'il dure aussi longtemps qu'un congé maternité. Bah, c'est vachement bien. C'est vachement bien pour vous d'un point de vue personnel, mais en plus, ça permet aussi aux hommes de se rendre compte ce que ça veut dire un congé qui dure 3 mois. C'est super long. C'est super long. Surtout quand on a eu un enfant. Mettre en place une vraie politique de gestion des congés longs. Les congés longs, c'est quand vous partez plusieurs mois pour congé parental, congé maladie, congé maternité. Bref, c'est des congés qui ne sont pas anodins. Généralement, c'est des congés où on va être un peu vulnérable, un peu isolé, compliqué émotionnellement, et le retour au travail, il est hyper important. Dans ma boîte, l'année dernière, il s'est passé un truc complètement dingue. Pour la première fois en 10 ans d'existence de ma boîte, il y a une femme qui a pris un congé maternité, suivi par une deuxième. Premier congé maternité de ma boîte. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a un moment où ça fait juste chier, on va pas dire autre chose, d'être une pionnière. C'est quand on revient d'un congé maternité. On n'a pas du tout envie d'être la personne qui va un petit peu devoir secouer tout le monde en disant « tu sais que tu dois me faire un entretien de retour de congé maternité. Dis donc, comment on va gérer mon retour de congé maternité ?» Non, on n'a pas envie, là, on a envie d'être accompagné parce qu'on vient de vivre quand même une période qui est compliquée, à plein de points de vue. Donc, si vous n'avez jamais eu de cas de congé long, réfléchissez quand même à la façon dont vous allez les accompagner et communiquer dessus. C'est extrêmement rassurant. Faire des événements en interne pendant la journée de travail. Aller picoler au bar du coin tous les jeudis soirs, c'est rigolo, mais quand on ne peut pas y aller, on sait qu'on rate quelque chose de très très important d'un point de vue de l'entreprise. On rate du networking. Donc si on fait des événements pendant la journée de travail, alors là, on sait qu'on va ramener aussi des gens qui, normalement, ne vont pas à ce type d'événement-là. Et on met en place des vrais jours d'enfants malades. Ça, je ne vais même pas l'expliquer, c'est assez évident. Et puis, c'est vachement bien pour les autres. On fait un truc de déconnexion obligatoire. Alors, quand on est jeune et qu'on débarque dans le milieu de l'informatique, on se met aussi une pression de dingue. On a tendance à en faire 3 caisses, et on a tendance à finir en burn-out.
Donc du coup, la déconnexion obligatoire, ça c'est vachement bien pour les parents qui ne peuvent pas bosser au-delà d'une certaine heure, mais c'est aussi vachement bien pour les petits jeunes qui se mettent une pression de dingue. Ça va un peu justement limiter les cas de burn-out, de fatigue, etc. Donc c'est bien pour tout le monde. Pas de réunion après 17h. On va être honnête, qui aime les réunions après 17h? Voilà. Proposer une journée sans réunion. Par exemple, le mercredi, tiens, au hasard, le mercredi, vous savez, cette journée qu'on pose parce qu'on doit garder les enfants. Voilà. Et vous imaginez une journée sans réunion? Vous développez toute la journée. Ouais, je vous vends du rêve. Ah ouais, des fois j'en rêve, hein, franchement. Voilà. Et puis communiquer là-dessus en interne et dans les processus de recrutement, bah franchement, ça peut être un super argument de vente, ça. Pour les gens qui hésitent à venir, ouais, t'inquiète, on fait du temps partiel, on fait pas de réunion après 17h, ok, pas de souci, je signe où. Sur le plan personnel, oui, parce que alors, tout ça, c'est vachement bien, hein, sur le plan professionnel, etc. Tout ça, vous ne pouvez pas le mettre en place et ça ne peut pas fonctionner si vous, personnellement, vous n'y croyez pas. Donc sur le plan personnel, on va un petit peu travailler. On va se documenter. Bon, ça va, c'est pas compliqué, hein, les ressources ne manquent pas sur le sujet. On va poser des questions. Il n'y a pas de questions cons. Voilà, comme on dit, ne pose pas de questions, tu auras l'air con toute ta vie, pose une question, tu auras juste l'air con 5 minutes. Donc posez des questions. Plantez-vous, moi ça m'arrive encore super régulièrement de me louper, hein. Voilà. C'est normal. On essaie, on se plante. On parle de ses avancées personnelles. Quand on travaille ce sujet-là sur le plan personnel, des fois on fait des avancées de dingue, parce qu'en fait on déconstruit la culture avec laquelle on a grandi. C'est limité à notre cercle personnel. Mais plus on en parle, et plus ça va toucher des gens, en fait. Peut-être des gens qui en sont au même point que vous, et qui vont se dire « mais c'est vrai, c'est pas bête ce qu'il dit là, en fait. C'est intéressant. » Donc en parler, c'est partager. Et puis pour finir, parlez de votre métier. Bah oui, on sait qu'il y a un peu une crise de vocation chez les femmes sur nos métiers tech. Est-ce que vous aimez votre métier? Oh, on le déteste, franchement. Mais allez, vous aimez votre métier. Moi, j'adore mon métier et j'adore parler de mon métier. Bah, parlez de votre métier. Mais n'en parlez pas comme un truc pénible et masculin. Parlez-en comme le truc qui vous passionne et pour lequel vous vous levez le matin. Donnez envie aux gens de faire votre métier. Peu importe le genre, on s'en fout. Donnez-leur envie d'aller le faire. Pour terminer, on passe beaucoup de temps sur notre lieu de travail, ou que ce soit à la maison ou que ce soit sur notre lieu de travail à l'extérieur. Si je fais un peu le calcul, on va être à peu près entre 7 et 10 heures par jour. Ça fait beaucoup, hein, vous enlevez 8 heures de sommeil, ça fait plus beaucoup de temps à la maison. Ça fait beaucoup de temps à travailler. Moi, ces 7 à 10 heures là, j'ai pas envie de les passer en faisant « oh, j'ai pas envie d'y aller ». Je sais pas trop comment je vais être traitée, ça me stresse, je me sens pas bien, j'ai pas envie de ça, ça m'intéresse pas. Si je passe 7 à 10 heures à travailler, c'est pas 7 à 10 heures à stresser. Donc le lieu de travail, si vous voulez pouvoir attirer des gens et avoir un environnement qui est sain, il faut le rendre sécurisant. Dans l'idéal, il faudrait donc que le travail soit une safe place. Toutes les pistes que j'ai données avant, ce sont des pistes qui vont vous permettre de mettre ça en place. Voilà. Bon, moi j'ai fini mon talk. Bah maintenant c'est à vous de jouer.